Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On va parler d'une exposition qui aura lieu au musée du Haut-Richelieu consacrée au Grand Feu d'il y a 150 ans. Grand Feu qui s'est déroulé à Saint-Jean-sur-Richelieu, aura exposition. La ville s'implique également pour des activités autour de cet événement. Mais comme on parle du musée du Haut-Richelieu, je m'en voudrais pour débuter l'entrevue de ne pas rendre hommage à Mme Nicole Martin-Verenka qui nous a quittés il y a quelques jours. Mme Verenka était impliquée dans son quartier à l'Acadie et elle a été également une de celles qui a parti, en fait, qui a bâti le musée du Haut-Richelieu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, à toute sa famille et à ses amis, on souhaite bien sûr nos plus sincères condoléances donc pour ce départ bien triste de Mme Martin-Verenka. Donc, on va parler du musée du Haut-Richelieu. On reçoit Mme Élodie Perron-Glény, qui est chargée de projet aux expositions et la mise en valeur du patrimoine, et Mme Sandrine Réaume, régisseur à la culture à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Bon, on fait une exposition et des activités entourant ce grand feu, mais je pense qu'il faut d'abord parler de ce qui s'est passé il y a 150 ans, donc le grand feu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être nous parler donc de ce pan de l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, donc c'est un événement très important ici qui s'est déroulé il y a 150 ans. C'est le 150e anniversaire. Et le 18 juin 1876, une bonne partie de la ville a pris feu. Ça a commencé dans un moulin à scie, parce que dans le fond, le train, le Vermont central, passait à côté et tout a pris feu dans les piles de planches. Tout était en bois à l'époque, donc tout prenait feu, les toits étaient en bardeaux, donc c'était comme un feu contagieux qui a brûlé une bonne partie de la ville. Et suite à cet événement, la ville de Saint-Jean s'est acheté une pompe 6B, qui est comme l'ancêtre du camion de pompiers, et aussi créé le département de feu, qui est l'ancêtre des pompiers d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, l'incendie avait détruit une bonne partie là, de ce qu'on connaît du vieux Saint-Jean aujourd'hui, là, à ce moment-là. Donc, et la ville, donc, tenait à parler et à créer des événements, en fait, des activités pour relater un peu cet événement-là. Exact. Tout part de l'entente de développement culturel qu'on a avec le ministère de la Culture. Puis, ça fait quelques années, là, environ 2 ans, qu'on a parlé avec le musée parce qu'on s'entend, c'est eux les experts en histoire. On ne pouvait pas collaborer avec eux pour ça. Donc, on a parlé de commémorer le 150e, donc le Grand Feu de 1876. Puis, plusieurs discussions s'en est suivies et on s'est dit, bien, ça serait parfait d'y aller avec le musée. Ils vont pouvoir faire une exposition temporaire à l'intérieur, puisque c'est eux qui créent les activités, la programmation culturelle à l'intérieur du bâtiment, qui est la première station de pompe, justement. Et nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est, par rapport à notre politique culturelle, on veut venir mettre en valeur ces bâtiments patrimoniaux-là par des activités, des événements. Donc, on va venir bonifier, en fait, l'exposition d'Élodie et de son équipe, bien sûr, par d'autres petites activités autour. Donc, ça sera prévu là, pour le début de l'été, fin printemps. Donc, on y reviendra, mais est-ce que le musée du Haut-Richelieu avait déjà des pièces de collection, des photos qui relataient cet événement-là? Oui, donc on a une collection de cartes postales qui montre les débris après le feu. C'est dur d'avoir des photos là, à l'époque, mais il y avait du dessin-reportage et on a une gravure qui montre des dessins de l'époque que vous pourrez venir voir au musée. On a aussi trouvé, on n'a pas trouvé, on a pu prendre contact avec la BNQ qui avait conservé une enquête de l'époque avec plein de témoignages des gens de Saint-Jean qui avaient parlé de ce qu'ils avaient vu lors du Grand Feu. Donc, on est allé consulter ça sur place. C'est vraiment la BNQ qui a pu repérer ça pour notre recherche. Donc, ça, c'est un nouvel élément. Puis, on se fie bien sûr sur les recherches qui avaient déjà été faites avant l'expo. Bon. Donc là, pour l'occasion, on va monter une exposition temporaire pour l'événement, avec des pièces que vous avez déjà. Mais je pense que vous lancez un appel au public s'il y a des gens qui ont des souvenirs de ça, ce qui peut en fait aider à monter cette exposition. Oui, on est vraiment ouvert. Donc, pour l'instant, on a des collectionneurs d'objets en lien avec les pompiers, parce qu'on parle aussi des pompiers plus modernes. Donc, on est vraiment ouvert à tout ce qui est comme objets, des archives, autant les pompiers avant et aujourd'hui. Quelques personnes qui sont venues nous parler, puis on est encore vraiment ouverts. Exact. Si vous avez des grands-parents, des arrière-grands-parents qui habitaient près de la station de pompe, ou si
ils ont des photos et tout ça. Les témoignages, on est en attente. Vous pouvez aller consulter le site Imagine SGSR pour toute l'information qu'on est à la recherche, puis sinon de communiquer avec l'équipe du musée ou de se présenter sur place. Bon. C'est pas un événement qui est joyeux. Non. Mais il faut quand même en parler. Oui. C'est pas la première fois que j'en parle ici. Moi, je cite l'exemple de Chicago, qui a été détruit par un immense feu. Et ils en ont fait des lieux touristiques qui fait partie du circuit lorsqu'on va à Chicago. Et pour eux, ça fait partie de l'histoire de la ville. Est-ce que c'était important aussi pour Saint-Jean-sur-Richelieu de parler de cet événement-là? Parce que ça a probablement foisonné ce qui est le centre-ville aujourd'hui. Exactement. Ça fait partie de notre histoire, c'est notre identité. Le centre-ville ne serait pas comme il est en ce moment s'il n'y avait pas eu cette tragédie-là. Nous, on n'a pas un circuit sur le Grand Feu, mais par contre, cet été, notre souhait, c'est de créer une exposition là, sur certains grands feux qu'il y a eu dans le centre-ville. Là, vous allez pouvoir voir ça dans le centre-ville, puis faire un peu un circuit. Donc, ça revient, mais c'est sûr que je pense qu'ils ont agrandi les rues, ils ont élargi les rues par rapport à suite à cette tragédie-là. Ils ont fait plusieurs modifications au centre-ville. Donc, oui, c'est sûr que ça façonne le centre-ville d'aujourd'hui, là, clairement. Bon. On parle de l'exposition, donc, mais il y aura aussi des activités qui vont relatant donc, cet événement-là. Oui. Peut-être nous parler de ce qu'on sait déjà et ce qui est en préparation. Exact. Bien là, c'est ça. Pour venir bonifier un peu l'exposition, on veut surtout que les gens, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le musée du Richelieu, puissent venir dans les alentours, puis peut-être profiter de cette occasion-là pour entrer dans le musée, vivre peut-être une première expérience dans ce lieu-là. Mais autour du musée, donc à l'extérieur, on aura des camions d'époque, on aura du théâtre de rue. On est en train de travailler sur une expérience immersive avec justement les archives qu'Élodie nous parlait. Donc, on va mettre littéralement en vie les gravures de l'époque. C'est assez impressionnant. On travaille avec Alexandre Charon là-dessus, puis Marie-Lou Desnoyers comme historienne. C'est impressionnant, puis ça rend vraiment le récit de la tragédie très accessible. On comprend bien ce qui s'est passé, donc j'invite tout le monde à rester à l'affût là, pour connaître tous les détails. Puis j'imagine que c'est une belle occasion. C'est une belle occasion aussi de mettre en valeur le travail des pompiers et des gens qui travaillent dans les services d'incendie. Hein. Oui, on va aussi parler de l'évolution des pompiers à travers le temps, vu que, en 1876, c'est vraiment le départ de ce service-là. Donc, on va parler aussi des pompiers aujourd'hui. On a aussi un jeu vidéo qu'on crée avec la cargaison. Donc, les gens ils peuvent venir parler des débuts de la pompe CSB. Donc, ça va vraiment être comme de 1876 jusqu'en 2026. Oui. Et j'imagine que la journée porte ouverte là, à la caserne de Saint-Luc fait partie un peu de ces activités-là aussi. Exact. C'est comme un peu une espèce de campagne de commémoration, mais festivité en même temps, même si c'est une tragédie. Donc, c'est sûr que là, nous, on va débuter avec cet événement-là, cette exposition-là. Et après ça, comme je vous dis, il y aura des activités durant l'été pour quand même inviter le citoyen à traverser les travaux puis aller jusqu'au musée, aller voir l'exposition qui va continuer jusqu'en octobre, si je ne me trompe pas. Oui, ça va être jusqu'au 11 octobre. Jusqu'au 11 octobre. Donc, exposition, peut-être même vitrine dans le centre-ville. Et il va y avoir le théâtre du Bahut aussi qui va faire du théâtre dans le centre-ville. Puis, par la suite, bien, ça finira avec les portes ouvertes, là, justement, du service incendie. Bon. On en a parlé un peu, mais qu'est-ce que les gens doivent faire si des gens, par exemple, ont des pièces de collection ou des photos ou des témoignages? Qu'est-ce que ces gens-là doivent faire pour, justement, aider l'exposition? Ils peuvent prendre contact avec le musée. Mon nom est vraiment long, là. Je vous ai payé mon courriel, mais... Élodie Perron-Glény, voilà. Oui, info à commercial. C'est e.perron-glény. Mais peut-être que vous pouvez l'écrire à l'écran, je vous l'appellerai. Mais ouais, vous pouvez m'écrire. Je suis vraiment intéressée à entendre les témoignages de tout le monde. Bon. On parle d'une exposition temporaire, mais est-ce que certaines pièces, certaines parties de l'exposition pourraient devenir permanentes? Oui, c'est sûr, parce qu'on va bientôt renouveler notre exposition permanente. Ça, c'est à venir. On va sûrement commencer en 2027, fait que l'année prochaine. Puis, on cherche toujours d'autres infos. Ouais. C'est sûr que la CSB, là, elle est déjà, elle va encore l'être. Donc, tout ce qui peut nous aider à parler du grand feu encore plus, on est vraiment intéressés. Bon. On va élargir un peu la discussion. Bon, on parle de cette exposition temporaire-là, mais est-ce que vous êtes en mesure de nous parler des expositions actuellement là, au Musée du Haut-Richelieu? Oui, donc en ce moment, on a une exposition sur la maîtrise d'or. C'est un collectif de céramistes des années 40 qui ont été très actifs au Québec. Plein de gens qui ont sûrement des pièces d'eux chez leurs parents ou grands-parents ou chez eux.
Puis ça a été prolongé jusqu'au 3 avril. Ensuite, après notre exposition sur le Grand Feu, on a une collaboration avec 1001 Pots. Donc, 1001 Pots sont vraiment actifs dans le milieu de la céramique au Québec. Les céramistes locaux, ils peuvent aller vendre leurs pièces là-bas à Val-David. Et on fait une expo itinérante qui commence chez nous et qui finit chez eux. Mm-hmm. Bon. Donc, on parle du Grand Feu, mais évidemment, là, il y a les activités aussi, parce que au même moment, on a créé le service des incendies de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les activités vont s'élargir également là, pour faire connaître un peu l'histoire du service des incendies. Oui, exactement. Le service incendie, donc, eux, ils collaborent avec nous à toute cette campagne promotionnelle-là, donc on est bien chanceux. Ils vont aussi participer à l'événement là, du fin printemps, donc ils seront avec nous là, sur place, voyons, les pompiers avec le camion de pompiers, l'échelle qui est si populaire, puis aussi l'équipe de prévention, là, bien sûr. Bon. On va inviter donc les gens à aller voir cette exposition, à participer aux événements, donc, et rappeler là, que si des gens ont en possession des pièces de collection, de simplement contacter le musée et puis on sera un plaisir de l'insérer à l'intérieur de l'exposition. Merci infiniment. Merci. Bon succès pour ce 150e parce qu'il y aura plein d'activités puis je pense que ça va plaire à un peu tout le monde. Oui. Merci. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Un projet fort intéressant vient de voir le jour à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un service de prêt d'objets et de jeux de société dans les bibliothèques de Saint-Jean. En fait, dans 2 bibliothèques, soit Adélard-Berger et Saint-Luc. Pour nous en parler, je reçois 2 personnes, soit M. Sacha Lucie, qui est chef de section collection, service de la culture, du développement social et du loisir à la Ville de Saint-Jean, et M. Pierre-Aurélien Levallois, qui est le commissaire au développement économique à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc, je le mentionne, c'est un très beau projet. Peut-être nous en parler d'abord de ce que c'est exactement ce nouveau service de prêt. En fait, c'est un service qui est né déjà, il faut le rappeler, du plan d'action en économie circulaire, qui émane vraiment de la stratégie développement durable qu'on a élaborée en 2024 pour le plan d'action. Donc ça, c'est un point à rappeler. Et en fait, à travers ce plan d'action, on essaie vraiment d'amener le consommateur à consommer autrement. Ça, c'est vraiment une base. Donc là, on part du paradigme actuel qui est de produire, consommer, jeter. Et on va essayer d'emmener les gens vers un autre paradigme qui est plutôt le partage, etc. Et cette activité vraiment, en tout cas cette initiative, on va dire, vient vraiment s'ancrer en fait dans cette idée-là. Donc là, on amène aussi les gens à faire des réductions, on va dire, monétaires, hein, parce qu'on voit que ça permet de faire des économies dans le portefeuille. Partager des objets, c'est emprunter. Donc parfois, on achète pour peu d'utilisation un objet. On prend souvent l'exemple de la machine à coudre ou de la perceuse, mais c'est vrai que c'est des objets qui finissent souvent dans un placard, qu'on ne ressort que de temps en temps. Et ici, on va pouvoir venir emprunter, optimiser l'utilisation de ces objets. Donc c'est ça aussi l'avantage et cette inscription dans cette stratégie développement durable qui permet au bout de la chaîne de réduire l'émission de CO2. Bon, donc, ce sont des objets et des jeux de société. Comment on procède? Comment s'est fait le choix? L'offre de service? Comment on a planifié tout ça? Oui, alors au départ, si je peux me permettre, on a consulté des municipalités à travers le Québec pour essayer de trouver les meilleurs exemples qui se faisaient déjà, parce que
ça existe déjà ailleurs, à travers le monde, mais aussi chez nous. Donc on a essayé de voir quels objets étaient le plus empruntés dans différents projets. On a contacté par exemple des villes comme Rimouski qui nous ont parlé de leurs projets et on a pu établir une première liste d'objets très empruntés, les plus empruntés pour établir la nôtre, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Et on voulait que ce soit une réussite dès le départ. Donc après, on a redonné ça au service des bibliothèques qui a enfin fait un tri. Là. Qui est une suite assez logique et naturelle. Là, dans le cas des bibliothèques, on prête déjà des documents. Ouais. C'est ce qu'on a souvent en tête. Mais les bibliothèques évoluent et de plus en plus, on voit justement les jeux vidéo s'ajouter à nos collections, les jeux de société, comme on fait actuellement. Là, on est en train de développer. Et les objets, qui est une façon de faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire un objet qu'on utilise 2 fois par année. Là, tout à coup, on l'emprunte 2 fois par année et le reste du temps, ça circule dans la communauté. Et c'est une façon aussi de faire redécouvrir les bibliothèques pour ceux et celles qui, des fois, avaient juste oublié que ça existait ou bien qu'on ne prenait pas le temps d'y aller. Là, on invite les gens à venir choisir, emprunter un objet, emprunter un jeu de société, créer des beaux petits moments en famille. C'est ça aussi le but de la culture au sens large, là, qu'on essaie de nourrir les citoyens et citoyennes de Saint-Jean. Et l'inventaire est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'objets, et il y a beaucoup de jeux de société. Peut-être nous parler un peu, sans toutes les dire, mais les objets que les gens pourront emprunter et les jeux de société là, qu'on peut retrouver, parce qu'il y en a à peu près une centaine, je pense, de jeux de société dans votre inventaire. Les objets, ce sont une machine karaoké, un déshydrateur à aliments pour faire déshydrater des champignons, des herbes à la fin de l'été. Puis il y a des micros, pas des micros, mais la machine à karaoké, comme je l'ai nommé. Il y a aussi la machine à coudre. La machine à coudre, oui. La machine à coudre, elle va être très populaire. Elle est très populaire déjà. Talkie-walkie, il y a des coquilles aussi pour à des jeunes qui veulent, je sais pas, étudier. Il va y avoir des microscopes et on va augmenter notre collection au fur et à mesure qu'on traite ces objets-là. Là. Évidemment, c'est nouveau pour la bibliothèque, mais ça s'en vient. Ça va ne faire qu'augmenter dans le temps. Et les jeux de société, beaucoup de jeux. Puis c'est dans le but aussi des jeux qui intéressent à la fois les jeunes et les adultes pour créer des moments de famille autour d'une table. Est-ce qu'on axe ça sur les jeux éducatifs ou c'est... Non. Stratégie, chance, autant Monopoly, Jenga... Labyrinthe, il y a des jeux aussi qui s'appellent comme de famille Azul, qui est vraiment très intéressant, qui a gagné beaucoup de prix à l'international et c'est une façon de faire connaître ces jeux-là aux gens. Et ça, c'est un aspect qui est très, très intéressant parce que les jeux de société, c'est de plus en plus populaire. Et avec la pandémie, ça a même augmenté les réunions depuis ce temps-là, les réunions de famille. Dans le temps des fêtes, c'est pas rare qu'on joue à des jeux de société en famille. Donc, c'est un aspect, je pense, intéressant. Ça va peut-être permettre à des gens de découvrir des jeux souvent parce qu'on en achète et on n'ose pas les acheter parce qu'on ne les connaît pas. Peut-être que ça va nous permettre d'en essayer justement quelques-uns qu'on veut essayer justement. Exactement. Et parmi les objets, ça me revient, on parlait avant l'entrevue, la fameuse cafetière familiale. Le percolateur. Qui est très populaire et qu'on a beaucoup de difficultés à trouver souvent. Donc, est-ce que les gens auront accès à un catalogue, par exemple, pour voir un peu l'offre que vous faites? Le catalogue est en ligne. C'est le même catalogue que les documents, les livres, dans le fond, ou les DVD, la musique. Donc, les gens vont pouvoir voir ce qui est disponible, mais l'idéal, c'est de se déplacer. Et étant donné que les gens ne peuvent pas réserver, on ne peut pas réserver à l'avance, donc on invite les citoyens et les citoyennes à venir en bibliothèque et en même temps découvrir tout ce qui se passe, les activités à la bibliothèque, les documents, les livres. Là, on renouvelle beaucoup notre collection et les jeux de société et les objets s'ajoutent à toute notre offre. Et d'ailleurs, on invite vraiment les citoyens
à venir dans les bibliothèques et à participer avec nous à bonifier cette offre. Ça va être vraiment important parce que l'offre est destinée à progresser, à être bonifiée à l'avenir. On réfléchit déjà à des idées en interne, mais si jamais des citoyens ont des bonnes idées, des objets qui manquent vraiment nécessairement et que ça se retrouve, on va être là pour les proposer. On est ouvert aux suggestions. Exactement. Et on invite les gens à nous faire des suggestions aussi. De toute façon, vous sentez déjà que ce sera populaire. C'est déjà populaire. Une journée, 95% de nos jeux disparaissaient des étagères, donc ça fonctionne bien. Là. Et à l'annonce sur les réseaux de cette initiative, sur les réseaux de la ville, en fait, on n'a eu que des commentaires très positifs autour de ça. Et c'était vraiment encourageant pour nous et c'est encourageant pour la suite de ce service-là qu'on propose aujourd'hui. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que contrairement aux livres, ces emprunts-là ne sont pas renouvelables. Donc, on les a pour 3 semaines, mais ce n'est pas renouvelable. C'est ça. Et il faut les rapporter à la bibliothèque où on les emprunte. Oui, c'est ça. Donc, si on l'emprunte à Saint-Luc, le jeu Labyrinthe, il faut rapporter le jeu qu'on a emprunté à Saint-Luc, à l'intérieur, à la bibliothèque. Donc, on va remettre le jeu au comptoir. C'est ça. Donc, vous l'avez dit, ça fait partie de la politique un peu d'économie circulaire, de développement durable que la Ville de Saint-Jean a mis sur pied. Peut-être expliquer davantage ce qu'est cette politique-là. Oui, alors c'est un plan d'action et en fait, il vise à combler vraiment plusieurs dimensions. Donc il y a une dimension économique, on l'a dit tout à l'heure, dans une logique actuellement qu'on voit inflationniste, les prix augmentent, etc. Peut-être optimiser l'utilisation de ces objets afin de réduire nos dépenses, les dépenses des citoyens, etc. Ça, c'est une première logique. Il y a une logique environnementale. Donc cette logique-là, en tout cas ce projet s'ancre vraiment là-dedans. Donc on cherche à réduire en soi la consommation et les dépenses aussi liées à cette consommation qui sont souvent calculées par l'impact carbone, GES on appelle ça. Il y a une logique sociale à travers cette bibliothèque, on voit que ça permet de recréer certains liens. On réfléchit aussi peut-être à l'avenir à proposer des ateliers qui viennent compléter un peu le prêt d'objets. Donc par exemple apprendre à coudre, si on emprunte une machine à coudre, ce n'est pas encore d'actualité mais on y réfléchit. Et on se dit, donc voilà, l'économie circulaire, ça touche beaucoup de dimensions, mais ce projet, en soi, concrètement, il sert vraiment ces 3 dimensions-là. Ouais. Pour revenir aux objets et aux jeux de société, évidemment, dans l'avenir, on souhaite récupérer des objets qui ont déjà été utilisés pour justement réduire l'empreinte. Mais pour partir le projet, évidemment, il fallait partir à neuf. Oui, exactement. C'est ça. On n'a pas eu le choix d'acheter des objets neufs. On avait un certain budget dans le cadre de ce plan d'action, donc on l'a utilisé à bon escient. Et c'est pour ça qu'en achetant neuf, il ne fallait pas qu'on se trompe d'objets. Donc la consultation d'autres municipalités à travers le Québec, qui nous a fourni des objets très empruntés, nous a permis vraiment de nous concentrer sur quelque chose qui allait être une réussite. Pour venir au plan stratégique, là, il a été bâti, je pense, sur 5 thèmes précis. Exactement. Donc il y a 5 chantiers, effectivement. Il y a des chantiers qui touchent des objectifs transversaux. Donc ce projet en fait partie, donc c'est lié plutôt à la communication, mais aussi à comment atteindre le pouvoir d'achat directement de nos citoyens de manière durable, on va dire. Il y a des chantiers aussi en lien avec la mobilité, un chantier en lien avec l'immobilier et l'énergie. Bref, il y a plusieurs chantiers qui viennent vraiment... L'économie circulaire, c'est très large. Ça vient vraiment englober presque tout finalement. Et on le voit, on travaille avec de nombreux services à la ville. Et là, ce que j'adore dans ce projet-là, c'est que c'est une réussite. On travaille avec le service des loisirs. Et c'est quelque chose de très concret pour nos citoyens. Et bref, on a avancé sur un projet de cette Est-ce que les commerces ont adhéré à ce programme-là d'économie circulaire? Actuellement, on a une cartographie interactive sur le site de la ville. Et en fait, on répertorie les commerces qui ont un lien étroit avec l'économie circulaire. Actuellement, il y a à peu près 110 commerces qui sont représentés sur cette cartographie. L'économie circulaire, c'est aussi la réparation, la réparabilité des objets. Elle fait en sorte qu'on doit avoir des réparateurs sur notre territoire. C'est des métiers qui sont parfois en voie de disparition. Donc il était important pour nous de les mettre en valeur. Et cette cartographie vient les répertorier. Donc vous pouvez retrouver ça sur le site web de la ville. Il y a une page maintenant dédiée à l'économie circulaire. Donc oui, ils ont été consultés. Il y en a même certains qui ont été interviewés, mis en valeur. Donc il y a eu vraiment un jeu qui s'est prêté à ça.
Et en fait, on est perçu aujourd'hui, on est fiers de l'être, mais en tout cas d'une manière régionale, comme des chefs de file, un peu Saint-Jean-sur-Richelieu en économie circulaire. Donc ça, c'est une fierté pour nos citoyens. Pour revenir aux bibliothèques, est-ce que la situation, parce que j'ai fait une entrevue l'année dernière lorsqu'on a ouvert la bibliothèque à l'Acadie, et à ce moment-là, on nous a dit que les bibliothèques étaient de plus en plus populaires, que les gens y allaient en grand nombre encore, malgré le fait que les livres sont même disponibles sur les tablettes, mais que les gens aiment encore avoir le livre physique. Est-ce que c'est encore le même constat que l'on fait? Oui. Puis c'est que la bibliothèque dépasse un peu le concept de l'entrepôt de livres, devient un endroit où les gens aiment bien aller lire, passer du temps. Il y a des casse-têtes aussi. Et bien là, en plus, avec les jeux de société et les objets, les gens vont pouvoir venir passer la journée à la bibliothèque en famille. Il y a souvent des activités pour les enfants, puis pour les personnes, les adultes. Et c'est ça, découvrir des choses qui intéressent les enfants, trouver un jeu qui permet de faire le lien avec tout ça et pourquoi pas emprunter une machine karaoké pour les parents le week-end. Oui. Oui, les fameuses soirées karaoké. Ouais. mais pour revenir aux jeunes, ça aussi, ça a été un constat qui a été fait. Les jeunes, plus on les initie jeunes à la lecture, plus ils vont lire dans le futur. C'est important aussi d'initier les jeunes enfants à la lecture. C'est sûr, le contact du livre-objet, le livre qui prend plusieurs formes maintenant avec les versions numériques et tout ça. Ça aussi, ça fait partie de leur réalité et de la nôtre aussi, mais les enfants encore plus, justement parce que les iPads, les iPhones et compagnie sont tous là ici. Et la mission de la bibliothèque, c'est d'initier les familles à la lecture, de garder, de conserver cette envie-là et cette motivation-là tout au long de la vie et d'apprendre des nouvelles choses aussi, autant adultes, enfants, par des activités, des conférences. Bien, messieurs, merci d'être venus nous en parler. En tout cas, c'est un très, très beau service. Je suis sûr que la population va en profiter pleinement parce que c'est utile, agréable. Ça peut être amusant avec les jeux de société aussi. Merci. Bien, merci beaucoup d'être venus nous en parler. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.